Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leur podcast. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit. Et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez zou, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut Flavie et bienvenue sur Antipop. Comment ça va ? Ça va très bien, merci Anne-Claire de me recevoir. Je suis très contente, c'est un match retour après cette super expérience sur le board. Et c'est fou en fait, comme un petit café au cours de l'événement de Laurent Brouard aura porté des fruits entre toi et moi. Je suis assez fière de nous. Bon, si je te reçois aujourd'hui, c'est que tu es une podcasteuse chevronnée. Tu t'es engagée dans le podcast à bras-le-corps et ça correspond d'ailleurs à un changement de vie. Tu as lancé ton podcast en même temps qu'une reconversion professionnelle. Mais avant qu'on aborde ce sujet-là, je voulais te poser une question un peu de but en blanc. C'est un peu une nouvelle technique que je vais faire sur Antipop. C'est quoi la dernière chose que tu as améliorée sur ton podcast ? La pression. La dernière chose, c'est que à chaque fois que j'envoyais ma newsletter tous les vendredis, tu sais que j'envoie les bonus des épisodes, les liens partagés par les invités. En gros, du coup, ça me prend beaucoup de temps quand même. Et je me suis dit, mais en fait, les invités pourraient préparer tout ça à l'avance. Comme ça, j'aurais plus qu'à copier, coller. Parce que je fais déjà quand même beaucoup de boulot pour le board gratuit, tout ça. Donc voilà, je me suis dit des fois, au lieu de râler tout le temps sur tout le temps les mêmes trucs qui t'arrivent, reviens à la source, le process de départ. Et donc, j'ai corrigé mon kit d'interview invité. Et donc, toi, tu as eu la nouvelle version, puisque par exemple, tu devais préparer en amont de la mini-série un template. Et c'est ce template que j'ai pu envoyer ensuite à tous mes heureux abonnés à ma newsletter. Et c'était trop bien. Le template était hyper beau, était hyper propre. Il y avait ton contact. Moi, j'ai gagné du temps. Et du coup, je vais gagner en régularité et j'oublierai pas d'envoyer les trucs dont je parle dans le podcast. Et je l'ai bien remarqué, d'ailleurs je l'ai souligné dans l'épisode 4 de la saison 2, à quel point c'était malin d'avoir pré-mâché pour toi le boulot, et en même temps ça donne un rôle assez fort à ton invité sur ton podcast, donc je trouve que c'est un côté un peu partenariat, co-construction, et moi j'ai trouvé ça très sympa en tant qu'invité, donc en plus si tu t'es facilité la vie, moi je trouve que c'est doublement bien. Si on doit revenir à ton podcast et ton expérience de podcasteuse, comme je le disais, donc le board, c'est le premier podcast que tu as lancé et que tu as lancé en même temps d'opter pour une nouvelle trajectoire professionnelle. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment le podcast il s'intègre dans ta vie aujourd'hui pro et quel rôle il joue ? Alors en fait, c'est pas évident de répondre à cette question parce que tu vas voir qu'en fait, j'avais même lancer le podcast sans trop savoir ce que j'allais faire. Donc en fait, j'avais l'intuition. À l'époque, je voulais créer une start-up et j'avais l'intuition que créer un média, ce serait indispensable pour surnager dans les marques aujourd'hui, la concurrence, et on le voit bien. Donc intuition validée. Le podcast parce que j'adore ce médium. Et voilà, donc je l'ai appelé le board parce qu'à la base, je me suis dit un podcast pour les dirigeants, c'est plutôt une bonne idée quand on veut vendre des trucs avec sa start-up et tout. Et finalement, le board a pivoté pour accompagner mon parcours de solopreneur. Et donc, moi, ça a été plutôt un moyen d'apprendre, une façon de connecter avec mes pairs et tout. Tu vois, c'était pas un truc au départ, c'est pas une brique de mon business, quelque chose de monétaire, ni même mon produit que je vends en tant que freelance, puisque c'est pas la même activité que j'ai en tant que freelance. Et ça l'est devenu
Mais au bout de très longtemps, tu vois, au bout de 2 ans et demi, quand les gens qui ont constitué la communauté ont commencé à me dire, bon, tu veux bien m'aider sur ça? Elles sont où tes formations, machin? Là, je me suis dit, faut peut-être que je m'en occupe. Et c'est à ce moment-là que le board est devenu une brique dans mon business. Et maintenant, ça me permet d'avoir des produits digitaux et puis aussi de choper des missions clients. Parce que par exemple, avec ma casquette de podcasteuse, ils aiment bien ce que je fais. Et ils vont me demander d'animer une conférence ou un webinar. Et du coup, ça s'inscrit bien aussi dans mes activités de directrice commerciale. Voilà. Ce qui est trop cool dans ce que tu me racontes, c'est que, en fait, on voit que ton podcast, tu l'as fait évoluer. Et je trouve ça très chouette parce que on en voit tellement que parfois on se met un peu la pression pour trouver le meilleur concept, la meilleure retour sur investissement, etc. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que ça peut, et ça arrive souvent en fait, c'est un élan du bide, et puis après tu vois comment le faire évoluer, comment l'intégrer dans ton écosystème. Parfois tu as des perspectives qui s'ouvrent, qui sont inattendues, toi tu décides d'en faire des produits, tu décides d'en faire un atout de ta marque personnelle vis-à-vis de tes clients freelance, et je trouve ça super cool. Aujourd'hui, du coup, après que tu nous aies montré ce petit paysage, combien de temps tu dédies à ton podcast à peu près par semaine pour qu'on se rende un peu compte? Alors ça, c'est super dur parce que je pourrais te dire qu'en moyenne, une mini-série, ça met un jour, un bon gros jour, 1 jour et demi, bien tassé à produire tout compris. Pourtant, je suis bien organisée parce que ça fait 2 ans que j'en fais quand même. Donc, tu vois, mais avec la communication, le montage, tout. Et en plus, je délègue une partie, mais ça n'empêche. Néanmoins, c'est tellement nébuleux, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses autour du board. Il y a la communauté sur Discord, sur LinkedIn, les gens avec qui j'interagis, les solopreneurs que je rencontre à Nantes, dans ma nouvelle ville. En fait, c'est devenu tellement une sorte de galaxie de trucs que finalement, je pense que ça déborde largement sur les 1 jour et demi. Et voilà, je pense que ça me prend, on va dire, allez, peut-être la moitié de ma semaine, on va dire. Et ça me rapporte pas encore la moitié de mes revenus, mais ça commence à progresser quand même. Je pense que ça doit être presque un tiers maintenant. Donc il y a du progrès, il y a de l'espoir. À côté de ce podcast, donc tu l'as mentionné, tu as une newsletter dans laquelle tu partages des ressources avec une version payante où tu partages des templates exclusifs, notamment produits par les invités de ton podcast. Qu'est-ce que tu as en tête avec cette espèce de membership, je dirais, et quelle expérience tu réserves au-delà de ce contenu exclusif aux gens qui, du coup, soutiennent le podcast de cette manière? Alors j'ai beaucoup de choses à tester et je pense qu'il faut pas hésiter à tester. Et pour la petite histoire, le bouton payant dans Substack, je l'ai activé genre sur un énorme coup de tête en me disant mais attends, tout le monde fait des newsletters payantes. Alors oui, j'avais reçu Valentin Decker sur un épisode comment faire une newsletter payante dans le board. Je me dis merde, alors j'appuie sur payant. Après je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme concept? Vas-y, je vais envoyer un template ou 2 par mois parce que j'en ai plein de toute façon, donc je peux y aller. Et après, je me suis dit, fixons-nous des objectifs raisonnables. Je vais dire déjà que ça couvre mes frais d'ingénieur du son, mes frais de montage. Donc, j'ai calculé qu'il me fallait genre 50 abonnés. Je me suis dit, c'est gérable. Et du coup, ça m'a donné l'idée de tous les mois de dire, voilà l'objectif. Si vous voulez contribuer, sachez qu'en gros, vous payez le montage du board et c'est plutôt cool. Et du coup, vu comme ça, je me suis dit que ça faisait un peu effort de guerre et tout, que ça serait encore plus acceptable. Et finalement, je pense que les gens, ils payent plus pour me soutenir que pour la valeur. Par contre, je vais continuer à chercher ce que je peux faire parce que tu sais que je fais des NFT, je fais des petits produits digitaux et je fais ça. Et donc voilà, je vais explorer, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire entre le membership, la communauté et les outils qu'on peut donner gratuitement aux gens. Reste à trouver après la bonne articulation. Là, pour le moment, c'est plutôt le foisonnement un peu bordélique, mais c'est rigolo. Et au final, j'ai reçu un mail de Substack qui me disait que j'avais gagné mes premiers 1 000 € annuels. Du coup, j'étais trop contente. Faut commencer petit, quoi. Et puis peut-être que demain, ça me payera des frais de, j'en sais rien, moi, de publication, de publicité ou de communication du podcast. Commencer petit et voir grand, ça me parle particulièrement. Ce qui est cool là dans ce que tu nous partages, c'est que tu as donné des chiffres qui sont assez réalistes et donc du coup il y a un peu cette satisfaction pour les gens et un peu une gamification de dire on était 22 la semaine dernière, maintenant on est 24 et comme tu dis cet effort de guerre, donc on fait groupe et c'est chouette aussi de concrétiser ce à quoi ça sert parce que
bon, les gens qui écoutent des podcasts, ils se rendent un peu compte que le montage, le mixage, à quoi ça peut ressembler. Et donc du coup, il y a ce sentiment de savoir pourquoi on fait les choses, et avec le biais de réciprocité qui est un biais cognitif, que Marine Soichot, que tu connais aussi, utilise dans sa newsletter. C'est cette newsletter m'a demandé X heures pour la rédiger. Toi, en 30 secondes, tu peux partager cette newsletter et faire grandir le podcast. Donc toi, c'est un peu ce même principe que tu utilises, et c'est hyper... déjà, je trouve que ça fait preuve de transparence, ça fait que les gens ils comprennent mieux ce qu'il y a derrière ce podcast, et ça m'étonne pas que ça marche bien. Donc je suis super contente pour toi. Mais après, c'est vrai que moi, ça marche bien avec mon persona auditeur, qui est un solopreneur. Donc, moi, je prends le parti de lui partager mes coulisses pour qu'on progresse tous ensemble. Des fois, il y en a des meilleurs que moi qui m'écoutent, qui me donnent des conseils. Des fois, c'est moi qui suis plus avancée. Donc, tu vois, la transparence, elle a un rôle important aussi dans mon concept. Je ne suis pas gratuitement non plus, c'est parce que c'est constitutif de ce qu'il faut faire pour s'améliorer en tant que solopreneur, je trouve, et qu'on voit beaucoup de conseils bullshit qui servent à rien, et peu de gens qui nous disent en fait j'en suis là, j'ai fait ça, je suis arrivée là, il y a du plus, il y a du moins, mais l'un dans l'autre ça avance quoi. Amen to that. D'ailleurs, j'ai une confidence à te faire. Moi aussi, j'ai lancé un membership avec ma communauté, et tu fais partie des inspirations pour ce membership-là. Où j'ai une communauté que j'anime sur Discord avec un principe de rencontre virtuelle. Tous les 15 jours, on fait des codev, on s'entraide sur des problématiques spécifiques. Et la deuxième inspiration pour ce passage à l'action, c'était Julie de la communauté qui dit « Anne-Claire, en fait, c'est trop bien tout ce que tu fais, mais c'est tout gratuit, je comprends pas pourquoi. » Et j'ai fait ouais, d'accord. Ok, va falloir que je monétise une partie. Donc j'ai isolé un type de codev pour le rendre payant, parce qu'il a énormément de valeur. On va se concentrer sur une problématique précise. Et aussi, j'ai fait de l'économie d'échelle, c'est-à-dire que j'ai proposé les masterclass qui sont disponibles pour les membres de Puzzle, ma formation long terme, en membership. Et donc du coup, Julie et toi, merci pour m'avoir mis un petit coup dans les fesses pour lancer ça. Et je te dirais, pareil, je serai transparente sur comment on va s'y prendre et comment ça progresse. Aujourd'hui, je t'ai invité pour ton expérience particulière de podcasteuse, mais aussi pour un talent particulier que tu as. C'est celui, on l'a vu, de tester des choses, de monétiser et d'avancer au fur et à mesure. Et comme tu dis, il faut tester plein de trucs, et c'est ton cas. Tu as testé plein de choses, notamment pour la recherche de sponsors et de partenariats payants pour monétiser ton podcast. Et tu l'as fait parce que tu es une vraie entrepreneuse, mais aussi parce que tu t'es inspirée de tes compétences, de ton, entre guillemets, ancienne vie, pour les appliquer à ton principe de soloprenariat. Est-ce que tu peux me dire un peu quel est ton rapport à la vente ? Parce que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. Et moi, j'aimerais bien rentrer dans ta tête. C'est quoi la vente pour toi ? Écoute, moi, je me suis décomplexée sur la vente en tombant un peu par hasard dans cette carrière. Parce qu'en gros, moi, j'étais manager des opérations puis directrice commerciale. Et en fait, au départ, j'étais quelqu'un qui détestait vendre. Genre, quand j'ai commencé en stage au musée du Louvre, je restais des heures devant mon téléphone quand on me disait qu'il fallait appeler un tel de telle direction et tout pour lui demander un truc. C'était horrible pour moi. Le téléphone, je déteste ça, je réponds jamais au téléphone. Et en fait, ce que j'ai compris dans ma carrière, c'est que vendre et manager, c'est pareil. C'est conduire le changement. C'est faire en sorte de prendre quelqu'un par la main pour le faire amener d'un point A à un point B. Donc un peu le convaincre, l'influencer, l'accompagner. Et quand tu comprends ça, moi, ça m'a grave débloqué. Je me suis dit, voilà, c'est juste un accompagnement. Et quand t'es podcasteur, c'est accompagner le client à comprendre que sponsoriser un podcast, c'est bien pour lui, pour sa marque, pour machin, l'évangéliser, l'accompagner et puis faire en sorte que ça t'aide à réaliser tes objectifs. Donc c'est un côté un peu relationnel humain en disant qu'est-ce qu'il pense cette personne et comment je l'accompagne d'un point A où il se trouve à un point B qui va m'arranger. Et du coup, ça serait quoi le point A et le point B dans le cas de la recherche d'un sponsor si on se base un peu sur un exemple fictif issu de ta vie réelle, on va dire. Je vais t'en donner plein, plus ou moins réussis, mais juste, je voulais te dire aussi un autre truc, un peu vraiment un autre hasard qui m'a aidée. C'est que donc moi, dans ma vie d'avant, j'étais directrice commerciale et je deviens freelance. Et je me dis, merde, directrice commerciale, manager 600 personnes, ça sert à rien en freelance, tu vois, c'est plus des startups. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme activité en freelance ?
Et c'est là que j'ai eu l'idée de me mettre en prospection externalisée sur des hauts niveaux de clients, donc des clients Comex, Codir, C-level comme on les appelle, puisque moi je faisais partie de ces personas-là dans l'entreprise, donc je comprends bien quelle est leur psychologie. Et donc j'ai travaillé pour des médias qui cherchaient des sponsors, des partenaires payants avec des gros paniers moyens, 10 000, 15 000, 30 000 euros de sponsoring. Et dans ces missions en freelance, j'ai appris aussi à vendre du média et à vendre du brand content, du sponsoring et tout ça. Et là, un jour, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, attends, mais meuf, tu fais ça pour des clients et tu fais pas ça pour le board. Mais enfin, t'es con, quoi. Désolée pour la vulgarité, mais ça m'a fait tilt. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à, comme par hasard, trouver des partenaires payants qui m'ont aidé pour le board. Trop bien ce que tu dis, parce que parfois, on se rend pas compte déjà des compétences qu'on a et comment elles sont utiles, en fait, sur notre podcast. Parfois, on a un peu tendance à cloisonner notre vie pro, notre vie de podcast, etc. Et parfois, prendre un peu de recul sur ce qu'on sait faire et comment on peut l'utiliser sur son podcast, déjà, ça fait un peu du bien, quoi, parce qu'on est bon, on est bonne dans ce qu'on fait, donc autant qu'on l'utilise pour les projets qui nous enchantent. Du coup, pour revenir à ce point A et ce point B, de comment t'emmènes un sponsor de là où il se trouve à « Yes, Flavie, je vais te donner 15 000... 15 000 pesetas pour ton podcast ». C'est quoi un peu les exemples que tu peux nous donner ou un peu, je sais pas si tu as des étapes régulières, récurrentes? Ouais, alors il y en a plein. Et puis en même temps, vous allez pouvoir les adapter en fonction de ce que vous aimez mieux faire. Moi, mon déclencheur, ça a été que j'ai réussi à sponsoriser mon deuxième podcast qui n'était pas encore sorti, celui que j'ai créé sur le Web3, qui était très niche, avec très peu d'écoute et tout. Et j'ai trouvé un sponsor payant sur ce podcast, alors que le board avait beaucoup plus d'écoute. Donc, premier frein, c'est vraiment casser sa barrière mentale de mon podcast, il est trop petit, il va pas intéresser, nan. Donc, non, dès le début, mettez-vous en tête que même petit, vous pouvez obtenir des petits euros, parce que c'est comme je vous racontais sur ma newsletter, c'est 60 euros, ça a l'air d'être rien, mais ça paye un montage, donc je les prends. Et pareil, j'ai vu aussi des confrères solopreneurs et consoeurs sponsoriser un ou deux articles une ou deux newsletters pour 100 euros, 200 euros, un post LinkedIn, 200 euros. Bon, mine de rien, t'en fais 10, t'as 2000 euros, quoi. Et souvent, les podcasteurs vivent mal, en tout cas de leur podcast directement. Donc voilà, première chose à casser, c'est ça. Et d'ailleurs, justement, votre podcast, comme il n'est pas mainstream, comme il est hyper ciblé, il intéressera potentiellement une marque parce que ça sera une façon de communiquer différente. Donc ça, je dirais, c'est la première étape. La deuxième, bien sûr, avant même de rencontrer un sponsor, c'est de nous aider collectivement, la famille des podcasteurs, à évangéliser sur le podcast et la relation entre le podcast et l'annonceur, la pub, le brand content, le sponsoring. Parce que il y a encore pas beaucoup de monde qui est convaincu. Enfin, c'est ce qu'on appelle un nouveau média, même si nous, ça nous paraît fou, parce que moi, j'en écoute depuis 15 ans, je pense, ou peut-être 10 ans. Et il faut encore convaincre par rapport à passer dans Elle, par exemple, tu vois. Alors qu'en fait, moi, ça fait genre 6 ans que j'ai pas lu un magazine, je crois. Donc, le persona écouteur de podcast, c'est pas toujours le dirigeant de l'entreprise. Des fois, ils sont un peu plus âgés ou ils en écoutent pas. Donc, il faut transférer des articles. Il y en a souvent qui sont publiés par des régies, tout ça, qui disent que le podcast, ça aide à convaincre les clients, à changer d'avis. C'est super important pour la connaissance d'une marque et tout. Donc voilà, deuxième étape, je dirais, c'est évangéliser. Et déjà, ça, c'est des étapes prérequis. Et après, on va pouvoir passer à la recherche de sponsors. Trop bien. Effectivement, évangéliser et regarder chaque année en octobre, il y a souvent Ma Diamétrie qui va sortir avec Havas, la grande étude du podcast qui met à jour les chiffres, les auditeurs, avec souvent effectivement des pourcentages de X% des auditeurs ont acheté un produit après avoir écouté un sponsor, etc. Donc ça, c'est des études qui sont... qui donnent confiance en tout cas, et du coup qui donnent un peu une large perspective aux annonceurs avec cette envie de les rassurer. Après, il y a aussi donc un élément de maturité qui m'a aidée, c'est quand vous commencez à comprendre qui est votre auditeur ou auditrice cible. Parce qu'au début, on ne sait pas trop quoi.
Et quand vous commencez à avoir des enquêtes, des retours, des interviews, là, vous en savez plus. Et en fait, on ne peut pas sponsoriser un podcast si on ne sait pas qui nous écoute. Donc ça, c'est très important, ça va être la connaissance client, un peu comme le persona, quoi, on va dire, auditeur. Et moi, j'ai remarqué quand j'ai fait des interviews avec des sponsors potentiels, maintenant, je commence par mes personas cibles. Je regarde, je leur montre en visioconférence et je regarde comment ils réagissent. Et à chaque fois, ils sont trop là. Ah ouais, c'est exactement ce client qu'on veut cibler et tout. Donc ça marche bien. Donc dès que tu commences à avoir un persona qui intéresse une marque, c'est bon signe. Et puis, aussi, dernière idée un peu préalable avant d'aller prospecter comme ça dans le dur, soyez open à différents formats parce qu'on parle beaucoup de sponsoring. Mais en fait, le sponsoring, c'est super chaud. Hein. C'est vraiment le stade ultime. C'est en gros, ils payent pour mettre une pub. C'est pas souvent le plus efficace. Alors, c'est pour la marque, en tout cas, le plus héroïste. Pour toi, le podcasteur, c'est cool parce que t'as rien à faire. Mais avant d'arriver au Graal, t'as rien à faire et ils te donnent de l'argent. Il y a plein de petits stades avant, comme par exemple le brand content, contenu de marque. Par exemple, moi, j'ai fait un épisode co-brandé avec des marques qui s'intéressent à des freelances. On a choisi un thème ensemble. C'est ma ligne éditoriale, mais la marque fait partie de l'épisode. Et ça, bah oui, ça me demande plus de travail que juste mettre un pré-roll, mais je l'ai vendu, tu vois. Donc ça peut être bien. On peut aussi faire de l'influence, c'est-à-dire être sponsorisé en tant que host et pas en tant que podcasteur. Et ça aussi, remarque que m'avaient fait des marques. Souvent, ça les intéresse parce que en tant que personne, par exemple sur LinkedIn, j'ai plus de visibilité que la page entreprise de mon podcast. Donc voilà, soyez aussi open à la géométrie variable des partenariats possibles. Et enfin, bien sûr, le partenariat de niveau 1, faire des échanges de bons procédés. Et moi, par exemple, quand je passe dans Café Freelance, ça me fait un gros boost d'écoute. Donc, c'est pas un sponsoring payant, mais en fait, c'est aussi indispensable parce que sans ces écoutes, je peux pas monétiser mon podcast derrière. Trop bien. Créer un espèce de cercle virtueux, un système qui va s'auto-alimenter et regarder ce dont on dispose aujourd'hui, faire preuve d'un peu de créativité et puis même de bienveillance vis-à-vis de soi. Genre, bah ouais, peut-être que mon podcast qui vient de se lancer, il a que, je sais pas, quelques centaines d'écoutes par mois, mais j'ai vraiment bien bossé ma marque personnelle, je suis crédible auprès de ma cible et donc du coup ça je peux déjà l'utiliser. Et quand on veut chercher des sponsors? Alors là, je vais te donner plein de tips un peu en mode mitraillette. Hein. Donc vous m'arrêtez, non, vous pouvez pas m'arrêter parce que vous m'écoutez, mais vous pouvez venir me voir si vous avez des questions sur LinkedIn. Je vais te donner un peu mes tips de prospection, ce que j'utilise moi pour prospecter des clients pour des médias. Première chose, pour trouver le bon sponsor, il faut trouver le sponsor qui résout le même problème que ce que ton podcast résout. Donc, par exemple, en gros, il faut savoir quel est le problème de ton persona auditeur. Donc, moi, je sais que mon persona, c'est un solopreneur, un freelance, un indépendant, tu vois, à différents stades. Soit il va se lancer, soit il est lancé, machin. Donc, c'est quoi ces problèmes ? C'est quelle structure administrative ouvrir ? SASU, EURL, micro-entreprise. Bam, ça me donne toute une idée de potentiel sponsor. Legal Start, Abi, les banques, les néobanques, les néo-comptabilités. Bam, donc ça, c'est toute une verticale que j'ai identifiée. Deuxième problème, je sais pas moi, c'est partir en vacances, c'est la charge mentale par exemple. Bam, ça va m'ouvrir d'autres typologies de sponsors. Donc là, tu vois, moi je partirais du problème des gens, enfin du persona au milieu, et après je fais une sorte de carte mentale avec tous les problèmes du persona, et j'essaye de traduire ça en entreprise qui s'occupe de ces problèmes-là, et ça me donne un paysage dans lequel je vais pouvoir prospecter. On parle beaucoup de persona avec Flavie depuis le début de l'épisode. C'est pas un hasard, c'est parce que c'est un élément clé sur lequel travailler pour la qualité de votre contenu, pour votre stratégie de croissance, etc. Après, je rencontre beaucoup de podcasteurs qui ont des cheveux blancs qui poussent à chaque fois qu'ils entendent ce mot. Donc pas de panique, j'ai un épisode qui est publié sur le sujet, je vous y renvoie si vous vous dites un peu persona quoi, je sais pas trop. Donc de quoi faire vos séances de rattrapage et puis après, clac, vous pourrez réembrayer sur la mise en pratique des conseils de Flavie. Trop bien. Donc, par rapport à ce paysage, je vais me faire une liste avec mes entreprises, ma dream list, les gens que je voudrais avoir comme sponsors. Donc, par exemple, je sais pas moi, je sais pas comment dire, des trucs de micro, des marques de micro pour avoir des micros gratuits. Enfin, peu importe, tu te fais ta liste là-dessus. Ensuite, tu regardes ces marques-là et t'identifies un angle mort.
Moi, souvent, c'est ce que j'aime bien. C'est un angle mort dans leur façon de communiquer. Je vais prendre un exemple. Là, dans mon univers que je connais bien, les freelances. Tout le monde communique sur le freelance de 22 ans, digital nomade. Ok. Sauf que le freelance, en fait, il a 37 ans en moyenne. Il a des enfants. J'allais dire, c'est un gros casanier comme moi qui emmène ses enfants à l'école et tout et tout. Et du coup, quand j'ai parlé à des marques qui avaient l'habitude qui m'auraient dit spontanément, ouais, mais c'est bon, on sponsorise déjà d'autres trucs de freelance et tout, je leur ai dit, ouais, mais vous sponsorisez pas ce persona-là. Euh, Père ou mère de famille avec des responsabilités financières, qui prend un risque en quittant sa carrière pour devenir freelance et tout ça. Donc j'ai identifié un angle mort et paf, ça m'a permis par exemple d'obtenir un sponsor avec Nostrum Care, ma nouvelle mutuelle. Tu sais comment je leur ai vendu? Je leur ai dit, ça fait 1 an que je suis que je suis à mon compte. J'ai raté la date de portabilité de la mutuelle. Si moi, ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à d'autres personnes, ceux qui étaient salariés et qui sont devenus indépendants. Ils m'ont dit, ah ben carrément. J'ai dit, ben on va tout miser sur ça. Et donc, j'ai fait un vlog où j'ai raconté toutes mes conneries administratives et mes galères et je leur ai proposé d'être partenaire. C'était donc du brand content. Génial. Et pour trouver un angle mort, effectivement, partir sa propre expérience, parce que souvent tu ressembles à ton persona, soit tu es au même stade, soit tu es un peu plus avancé, mais il y a quand même une connexion, et une situation que tu connais bien, ou un produit que tu as déjà utilisé, c'est plus facile d'aller négocier avec lui, parce qu'il y a une connaissance plus fine, et ça a été super malin de ta part de faire tout ça, et j'ai regardé le vlog, je l'avais pas encore vu. Ben donc oui, bien sûr, partir des produits que tu utilises, ça c'est la base. Comme ça, éventuellement, ça peut être un peu un sponsoring en nature, il t'offre un abonnement, un truc comme ça peut commencer par ça. Quand tu es en micro-entreprise, tu peux pas enlever tes frais de podcast, tu es bien content d'avoir un abonnement gratuit. Autre conseil, regardez, ouvrez vos chakras et regardez qui sponsorise quoi en ce moment. Parce que souvent, c'est des campagnes, un peu comme des campagnes militaires. Le Chief Marketing Officer, il va dire « Allez les gars, on va à fond sur la cible des freelances ». Et pendant un trimestre, il va arroser tous les créateurs de contenu sur LinkedIn pour faire des posts sponsorisés, par exemple. Moi, quand je vois ça, t'inquiète que j'enregistre tout de suite l'entreprise. Je rebondis, je mets un petit commentaire un peu faillot, mais pas trop quand même, histoire de voir que j'existe. Et puis après, j'envoie un petit message privé, et puis machin, je dis « Ah, j'ai vu ce que t'as fait avec Bidule, c'est super. Si jamais, sur cet angle, paf, l'angle mort, t'as envie de faire un truc, on pourra se boire un café, tu vois. Pas trop pushy non plus, plutôt la conversation. » Et ça marche aussi parce qu'évidemment, ils ont des budgets. Alors des fois, c'est trop tard quand tu les vois, le budget est bouclé, mais au moins, tu y penseras par anticipation pour une prochaine session. Et puis l'avantage, comme tu disais, parfois il faut évangéliser. S'ils ont déjà sauté le pas de sponsoriser un podcast, il y a une autre personne qui a fait le travail pour toi de les débloquer sur toutes leurs fausses croyances, et donc du coup autant arriver en mode opportuniste derrière. Moi c'est exactement ce que je vais faire là, je vais lancer un podcast avec une copine podcasteuse, et on a noté toutes les marques dans notre sujet qui sponsorisaient déjà d'autres podcasts, et on va les contacter quand on aura un épisode pilote. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner aux newsletters des copains, podcasteurs et solopreneurs. Comme ça, vous êtes aux premières loges pour voir « Ah, un encart sponsorisé, bah tiens, je vais leur proposer de sponsoriser la mienne. » Exactement. Et après, un dernier tip, ce qui est évidemment parfait, c'est les levées de fonds. Parce que quand même, ça aide. Faut se dire que le sponsoring, le brand content et l'influence... Non, l'influence, souvent, ils le font assez tôt. Mais sponsoring et brand content, c'est vraiment des dépenses quand même conséquentes, souvent pour des entreprises qui ont du budget. Et donc ça, ils le font que s'ils ont vraiment de quoi voir venir. Donc, levée de fonds. Et souvent, moi, mes clients, c'était levée de fonds. Voilà. Et donc, ils me contactent dans le cadre d'une campagne. Et là, c'est beaucoup plus simple parce que si vous passez en plus en premier, voilà, vous proposez vos prix, vous pouvez accompagner plus longtemps sur la durée. Donc, il y a un filtre... sur Sales Navigator pour voir les entreprises qui ont levé des fonds dans les 12 derniers mois. Et sinon, il y a Madines, il y a la liste des boîtes qui lèvent des fonds dans la French Tech. Voilà, ça peut être utile. Trop malin. Parce qu'en fait, pour recadrer un petit peu ce conseil-là par rapport à une approche théorique de la com, on dit que quand on communique, donc quand on est un annonceur et qu'on décide d'investir dans de la pub, c'est qu'on a soit un objectif de notoriété, de se faire connaître de plus de personnes, soit de se faire aimer encore plus de ces personnes, soit de vendre.
des entreprises qui n'ont pas encore levé de fonds, ils vont pas sponsoriser des podcasts parce qu'on le sait, c'est pas très héroïste comme tu disais Flavie. On est plus sur, on va jouer sur une image de marque, sur un côté un peu premium ou se faire connaître d'une nouvelle cible bien identifiée. Et donc savoir qu'ils ont des fonds à cramer, faire grandir leur notoriété, leur marque, on sait que c'est des bons clients et que il y aura peut-être plus de campagnes récurrentes avec eux ou que ça sera plus facile de les convaincre. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, après, une fois que tu as ça, tu as ta liste, tu les contactes. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn parce que c'est très pratique. Et puis après, tu construis bien sûr ton kit média pour essayer de présenter de la façon la plus attractive possible aux yeux d'une marque. Toujours pareil, pas aux yeux du podcasteur, aux yeux d'une marque, ton concept, ton podcast. Et là, c'est pas de la tarte, mais là encore, il y a des petits tips pour y arriver. Trop bien. Un kit média, c'est un document du coup que tu vas joindre à ton email de prospection, de prise de contact, et qui, comme tu disais, va rassembler les informations les plus convaincantes et essentielles qui va amener notre sponsor d'un point A à un point B pour donner les 15 000 pesetas qu'on attend avec impatience. Est-ce que tu as des petits conseils sur ce kit média ? Sa composition ? Est-ce qu'il doit être beau ? Est-ce qu'il doit pas être beau ? Est-ce qu'il doit être long ? Pas long ? C'est quoi ton approche à toi ? J'en ai vu de toutes les formes, de toutes les couleurs, pour tous les médias dans lesquels j'ai bossé. Donc franchement, il y a pas... Je suis agnostique sur le format. Souvent, c'est Google Slide, parce que ça se partage bien. Soit Notion, parce que en fait, les deux sont très évolutifs, tu peux tout changer tout le temps. Et c'est plus moderne d'envoyer un lien comme ça que d'envoyer une pièce jointe avec un PDF qui passe pas, machin. Donc voilà, ça ferait mes conseils. Moi, j'ai fait sur Notion parce que j'ai tout mon podcast sur Notion, comme ça, quand j'ai un truc à mettre à jour, voilà. Ce que je fais, c'est que ma structure est la suivante. D'abord, je commence par les problèmes de l'annonceur. C'est-à-dire, je me mets dans la peau de mon client et je me dis, par exemple, au lieu d'appeler ça dossier de sponsoring le board. Tu sais comment il s'appelle, mon kit annonceur ? Il s'appelle « Développer votre entreprise sur la cible des indépendants ». Voilà, en fait, c'est juste la traduction. Je me mets dans ses chaussures, comme on dit, et je me dis, qu'est-ce qu'il cherche à atteindre, lui ? Ensuite, je commence par ces 3 problèmes. Ça, c'est la technique de Nina Ramen, le triple vous. Vous avez du mal à parler de votre produit parce qu'il est chiant. Je sais pas, c'est de la comptabilité. Vous n'arrivez pas à cibler les freelances parce que c'est pas vraiment du B2B classique, c'est des indépendants, Et puis vous avez beaucoup de concurrence. Tout le monde achète des mots-clés sur Google, donc comment faire la différence avec bidule ? Voilà, donc ça, mettons que c'est les 3 problèmes. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre client il va se dire « Ah là, c'est exactement moi, il ou elle a tout compris et tout ». Et c'est seulement après que vous allez amener votre podcast comme une solution à ces problèmes. Et donc, première étape ensuite pour parler de vous parlez de vos auditeurs cibles. Qui ils sont ? Quel âge ils ont ? C'est quoi le persona ? Et si vous avez des stats avec des camemberts, des diagrammes, des machins, ça va rassurer. Et là, ils vont pouvoir comparer cette audience avec celle dont ils ont besoin et se dire « Ah, it's a match ». Et si c'est un match parce qu'ils en ont besoin, c'est parfait. Et à la fin, seulement, vous mettez vos kits, vos packages d'offres. Et là, moi, je conseille de ne pas en mettre beaucoup, mais d'en mettre 3. Un peu comme un menu, quoi, bronze, argent, or. Et vous faites des packs. Après, on va peut-être rentrer dans le détail de la constitution des packs. Mais voilà, comme ça, au moins, ça facilite la lecture. Parce qu'au début, je disais sur mesure. Faut surtout pas faire ça parce que les gens, ils sont complètement perdus. Ça leur donne pas envie d'acheter. Après, j'ai mis 10 offres. C'était beaucoup trop. Donc, faites comme tout le monde. Mettez 3 offres et ça suffit. Sachant que l'objectif derrière, c'est de faire en sorte que le premier, il soit un peu accessible mais pas très attractif. Le dernier, il pète la baraque s'il l'achète et qu'en fait, ils disent « Oh tiens, en fait, celui du milieu, il a l'air bien. » Exactement. T'as tout compris à la vente, Anne-Claire. Tu sais comment j'ai appris ça, moi ? C'est en regardant une vidéo de Albert Moukébert qui parle du biais cognitif qui est à l'origine de cette technique de vente. Lui, il utilise les paquets de popcorn et la taille des paquets de popcorn et leur prix. C'était super, super intéressant. Par rapport au package, je pense que c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Je pense que, à moins que t'as un truc un peu, une petite formule ou chose comme ça. Non, mais en fait, ce que je veux dire, par contre, c'est donc, n'oubliez pas de mettre tout le corollaire de votre podcast dedans.
Votre newsletter, votre LinkedIn, votre Instagram, votre TikTok, whatever. Parce qu'en fait, des fois, on n'y pense pas. Et tout ça, c'est important pour la marque. Imaginez que la marque, elle est nulle sur TikTok et que vous avez déjà 2000 personnes qui vous suivent. Ça va la rassurer d'arriver sur TikTok avec vous, en fait. Voilà. Et deuxième chose, pour le pricing, ça c'est vraiment le gros problème, c'est quel prix je fais. Bah là, vraiment, il faut faire un peu une espèce de moyenne entre le coût par 1000, la rareté de votre podcast, le coût que ça coûterait à la boîte de faire de la pub. Donc, vous pouvez aller regarder le coût des mots-clés, et puis, qu'est-ce que ça coûterait à un copywriter ou à quelqu'un de chez eux de créer ce contenu. Donc, tu vois, c'est vraiment un gros mix de tout ça. Tu mets ça dans ta tambouille et tu essayes de sortir un prix à peu près acceptable. Mais vous faites pas du coup par 1000. Vous proposez un truc un peu supérieur parce que sinon, en gros, c'est pas du tout viable, quoi. Surtout pour un petit podcast. Oui, surtout que le coût par 1000, ça oublie d'inclure tout le temps passé que tu as à démarcher, à discuter avec lui, à répondre à ses questions, etc. Donc effectivement, quelque chose de plus global, ça sera plus rentable pour vous. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pousse souvent les podcasteurs à lancer une newsletter. C'est que les réseaux sociaux, on y pense souvent assez automatiquement, mais les newsletters, c'est une manière très facile de vendre, puisque en un clic, t'es sur une page produit ou une page de vente potentiellement, et c'est quelque chose qui marche bien avec les sponsors aussi. Et tu sais, là, c'est l'émergence aussi des communautés. Moi, j'ai créé ma communauté sur Discord. Pareil, c'est un espace aussi. Si demain, on organise un workshop avec une marque pour, j'en sais rien, la comptabilité de la première année des solopreneurs, je suis sûre qu'il y aura des gens qui seront trop contents. Moi, ça m'évitera d'animer. La marque, elle se dira, tiens, j'ai un espace là avec exactement des gens dans ma cible à 100%. Genre, il n'y a pas de touristes parce que tu peux pas venir là par hasard. Donc voilà, même des tout petits trucs, pensez-y à les intégrer peut-être aussi dans votre offre. Carrément. Vous avez fait des choses autant qu'elles vous servent, en fait. C'est ça. Trop bien. Merci Flavie pour tous ces conseils. Je suis sûre que ça aura créé des déclics mentaux chez les gens et que ça sera aussi plus clair chez elles et chez eux pour se mettre en route dans cette étape de monétisation. Surtout, si vous passez à l'action, oubliez pas de taguer Flavie, oubliez pas de me taguer dans vos posts, même en scred, dans un commentaire caché ou j'en sais rien. Mais franchement, il n'y a rien de mieux que de savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé à l'action après avoir écouté un podcast. On est des humains, après tout. On a envie de savoir dans nos petits cœurs que ce qu'on fait, c'est utile. Et j'en doute pas parce que tout ce que tu nous as partagé, c'était trop cool. Ça m'a donné des idées. Merci beaucoup Flavie pour ton passage sur Antipop et je me réjouis de la suite de tout ce qu'on va mettre en place parce que je sens que ça va continuer d'être riche. Trop bien, merci Anne-Claire de m'avoir reçue et puis à toutes et à tous, bonne chance dans la conquête de vos partenaires. Allez hop, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.